Rebonjour à tous. Donc, je suis Pauline Pradel. Je suis chargée de mission de développement durable à l'EPA Bordeaux-Atlantique. Et nous vous proposons une dernière conférence sur le stand des EPA cet après-midi sur la thématique de la sécurité incendie. Donc, comment concilier la sécurité incendie et la réalisation des quartiers ayant recours à la construction bois. Donc, pour m'accompagner, je suis avec Vincent Bunel, directeur en région de CSD Associés, qui est aussi AMO développement durable, AMO sécurité incendie de l'EPA Bordeaux-Atlantique, et deux commandants du SDIS 33 qui nous font l'honneur d'être ici, le commandant Laurent Delac, chef du service ERP au SDIS 33, et le commandant Sylvain Journeau, chef du service Grand Projet au SDIS 33. Donc avant de leur laisser la parole, je vais rappeler rapidement le contexte dans lequel on s'inscrit et puis je laisserai le SDIS s'exprimer par rapport aux enjeux de sécurité incendie pour l'aménagement des nouveaux quartiers urbains denses qui intègrent massivement la construction bois. Et ensuite, on aura le point de vue de notre AMO sur la mise en place du dialogue entre l'EPA et le SDIS pour l'instruction des projets immobiliers et des espaces publics. Et puis, nous finirons par quelques axes de travail et pistes de solutions sur ces sujets. Donc rapidement sur le contexte sur lequel l'EPA intervient. Donc l'EPA, c'est un aménageur en charge de l'aménagement d'une vingtaine de quartiers au sein des villes de Bordeaux, Bègles et Florac. Et donc c'est un outil de puissance publique qui permet de réguler, d'accompagner l'évolution de la ville avec la planification avec les habitants bien sûr des zones de projet et la réalisation de certaines règles et prescriptions aux promoteurs et constructeurs sur le territoire. Donc nous nous inscrivons évidemment dans le cadre de la neutralité carbone visée en 2050 et un de nos leviers majeurs pour la décarbonation de l'acte de construire, c'est évidemment le recours aux matériaux bas carbone et en particulier bois et biosourcés pour arriver donc à l'objectif de 2 tonnes équivalent CO2 par an et par personne en 2050. Donc en ce sens, on l'a déjà évoqué plusieurs fois sur ce stand, l'EPA a une stratégie de construction bois qui date de 2011 et qui est montée en puissance après quelques projets démonstrateurs pour arriver en 2018 à la réalisation d'un quartier structure bois majoritaire, donc le quartier Armagnac Sud à Bordeaux, qui intègre une quinzaine de projets et plus de 150 000 mètres carrés de surface de plancher en structure bois majoritaire, avec un label biosourcé de niveau 3, donc correspondant à 36 kg de matière biosourcée par mètre carré de surface de plancher. Donc c'est quand on passe à l'échelle, en fait, et à l'échelle du quartier, qu'on se pose des questions qu'on ne s'était pas nécessairement posées avant à l'échelle de certains démonstrateurs. Et donc dans ce cadre-là, en octobre 2020, une doctrine locale a été co-construite avec le SDIS de la Gironde pour intégrer les nouveaux enjeux de sécurité incendie à l'échelle des quartiers, en attendant que la réglementation nationale harmonise ces règles au niveau national, évidemment. Donc, cette doctrine, elle s'applique pour le département de la Gironde et pour des bâtiments d'une hauteur supérieure à 8 mètres, et principalement sur les éléments de structure. Elle contient certaines prescriptions et je ne vais pas détailler le détail de la doctrine aujourd'hui, mais juste faire un focus sur 2 prescriptions que nous mettons en œuvre qui concernent pour la première les espaces publics avec la mise en œuvre des voies échelles qui permettent de desservir tous les bâtiments présentant des structures bois. Donc, qui a forcément une incidence très forte sur notre métier d'aménageur, qui est l'aménagement des espaces publics, pour lequel on vise aussi une végétalisation importante. Donc, en ce sens, les voies échelles, elles doivent permettre l'accès aux façades, donc la végétalisation, et en ce sens, ça peut diminuer, voire impossible sur certains cas. Et l'autre point important à avoir en tête pour l'aménageur aussi, et pour les promoteurs qui construisent, c'est la protection du bois structural ou l'installation automatique à eau généralisée dans les immeubles bois. Voilà. Donc sans plus attendre, nous allons revenir aussi sur les enjeux et les objectifs du point de vue du SDIS pour revenir en détail sur ces éléments. Merci. Merci. Il est parti ? Ok. Merci Pauline. Donc effectivement, construire en bois, le bois c'est un matériau noble qui a beaucoup de qualités, mais qui a aussi ses défauts. Et l'un de ses principaux défauts, nous concernant en tant que sapeurs-pompiers, c'est qu'il est sensible à l'incendie.
Et que de ce fait, construire un bâtiment en matériaux combustibles, alors je dirais bois et matériaux biosourcés, n'est pas construire un bâtiment en matériaux incombustibles, comme nous avons l'habitude, en tout cas en France, de le vivre au quotidien à travers des bâtiments en béton, en parpaing, en briques, etc. Donc c'est un vrai changement de paradigme qu'il nous faut tous accompagner pour que ça soit une réussite. Alors comment le feu, quelle différence y a-t-il entre un bâtiment incombustible et un bâtiment combustible? Dans votre appartement classique, je dirais ancienne génération, en béton ou en parpaing, c'est l'intérieur de la pièce qui va brûler, qui va peut-être se propager à d'autres pièces ou à des appartements situés au-dessus. Mais très rapidement, une fois que la masse mobilière à l'intérieur de l'appartement s'est consumée, le feu a tendance à s'éteindre de lui-même. Voilà, quelle que soit l'action efficace ou non des sapeurs-pompiers. Lorsqu'on est sur un bâtiment en structure bois, en fait, la masse combustible, le mobilier va se consumer, mais ensuite, la structure même du bâtiment va participer au développement de l'incendie. Elle va participer au développement de cet incendie essentiellement de deux manières. La première, c'est la propagation du feu à l'intérieur des murs, qui nous sont très difficiles d'accès, puisque forcément il y a des parements soit extérieurs soit intérieurs, qui fait qu'on a du mal à détecter ces propagations de feu. La chaleur produite par le feu reste emprisonnée à l'intérieur de ces murs et ça se propage verticalement dans les cloisons et horizontalement dans les planchers avec des difficultés d'accès. Et le feu va bien souvent plus vite. Sa propagation est bien souvent plus rapide que notre capacité à découper, casser ces murs pour pouvoir y accéder. Voilà. Donc on se retrouve en difficulté face à ces bâtiments. Et là, vous en avez un exemple sur le secteur de l'agglomération bordelaise où un feu de compteur électrique a mis à mal la structure du dernier étage qui était en structure bois et tout le dernier étage a complètement été consumé par l'incendie. Voilà. Le deuxième type de propagation qu'on retrouve sur ce genre de bâtiment, c'est les propagations par les façades. Donc là, vous avez un feu qui a eu lieu en 2023, donc cette année, sur Cabourg, où un scooter a brûlé en pied de façade du bâtiment, et le feu s'est propagé à l'ensemble de la façade du bâtiment, puis au comble, et est redescendu dans les différents appartements. Ça a demandé une mobilisation d'une centaine de sapeurs-pompiers pendant de très nombreuses heures pour arriver à lutter contre ce sinistre et à tenter d'en limiter les dégâts. Et on peut voir au travers de cet exemple la limite de résilience que peut avoir un bâtiment en structure bois, où un simple feu de scooter dégénère en feu de bâtiment où de nombreux appartements sont ravagés par l'incendie. Une autre des problématiques posées par les bâtiments bois et les structures bois, c'est que si jamais la structure est attaquée, au bout d'un moment, elle va perdre sa stabilité et on peut avoir pour conséquence l'effondrement du bâtiment. Donc là, vous avez un exemple qui est assez révélateur sur les vieilles constructions nord-américaines sur New York, où ils étaient en structure bois avec des parements briques. Et là, vous avez un bâtiment R+4 qui a perdu sa stabilité et qui s'est totalement effondré. Et la difficulté pour nous, lorsqu'on intervient, c'est qu'on n'est pas en capacité à déterminer le moment où le bâtiment n'est plus stable. Et ce qui fait qu'on doit prendre des marges de manœuvre extrêmement importantes. Et sur un bâtiment, dans nos fonctionnements classiques, on a tendance à rentrer dans le bâtiment pour aller attaquer le feu. Sur un bâtiment en structure bois, il faut qu'on revoie nos process opérationnels. Et si très rapidement on ne l'a pas touché, il faut qu'on ressorte du bâtiment et on attaque que de l'extérieur. Et on ne peut plus aller le stopper à l'intérieur et le feu va se propager encore plus dans le bâtiment lui-même. Okay. Donc ça, c'est une autre problématique qu'on rencontre sur ce type de structure. L'autre problématique, c'est qu'en fait, on n'a pas simplement donc la masse mobilière, les meubles qui participent à la combustion. Le bâtiment peut au bout d'un moment complètement s'embraser. Et là, on a des puissances de feu générées qui sont sans commune mesure avec ce qu'on a l'habitude de connaître. Donc vous avez l'exemple d'un bâtiment R+4 en photo à gauche. Donc vous voyez 4 niveaux, vous voyez la hauteur des flammes que ça représente et le pouvoir radiatif que ça peut renvoyer. L'enjeu, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas simplement sur un appartement ou un immeuble qui peut brûler. Après, on est dans des situations où le feu va se propager d'immeuble en immeuble. Et la stratégie, c'est plus de stopper la propagation du feu dans le bâtiment, mais aux autres bâtiments. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose auquel nous, en tout cas, pompiers français, on n'est pas habitués et on n'est pas capable de lutter contre de telles puissances au travers des moyens qu'on est en capacité à déployer sur le terrain. Vous avez sur la partie droite un autre exemple, c'est un bâtiment en construction, un bâtiment bois en construction, R+4. Et donc là, vous pouvez percevoir aussi la puissance générée par ce feu et le risque de propagation au bâtiment voisinant, puisqu'on a un bâtiment partiellement structure bois sur le côté gauche et un bâtiment en structure béton côté droit. Mais on voit qu'il y a un fort pouvoir radiatif qui peut entraîner des propagations de feu. Alors ces propagations de feu, elles peuvent des fois être extrêmes. L'histoire est là pour nous le rappeler. Alors Moyen-Âge et 18e siècle, c'est arrivé en France, c'est arrivé à Tokyo, c'est arrivé à Londres. Mais plus récemment, toutes les villes nord-américaines connaissent ces grands feux qu'ils appellent des conflagrations, où en fait le feu échappe à la capacité des pompiers à intervenir et on a des feux de ville.
Voilà, clairement, comme un feu de forêt, avec des brandons qui partent dans les fumées, qui vont mettre le feu dans des bâtiments beaucoup plus loin. Donc là, je vous ai cité cet exemple-là, mais il y en a des dizaines. Si vous allez chercher sur Internet, vous en trouverez des bien beaucoup plus violents et bien plus importants que celui-là. Celui-là a la chance d'être assez récent, hein, dans les années 70. Certains, pour les plus vieux d'entre nous, nous étions nés. Et il a la chance surtout d'avoir quelques représentations photographiques qui peuvent se donner une idée de ce que peut être un feu qui dégénère dans un quartier en bois. Où là on voit, pour que vous ayez quelques notions, un feu qui part, au bout de 5 minutes, il a déjà sauté sur le bâtiment qui est de l'autre côté de la rue. 30 minutes après le départ de feu, il y a déjà 5 blocs de bâtiments en feu, donc pas 5 bâtiments, hein, 5 les blocs américains avec les grandes allées, donc il y a 5 blocs qui sont en feu au bout de 30 minutes, et 2 heures après le début du feu, on a 18 blocs qui sont en feu. Voilà. Le feu va se propager ainsi, 300 bâtiments détruits, 1000 personnes sans logement, 7 hectares de villes détruites, et c'est quelque chose qui est, entre guillemets, dans leur représentation commune aux États-Unis, c'est pas extraordinaire, c'est des choses qui, hélas, arrivent. Voilà. Comment font-ils pour lutter contre ça? La première chose qu'ils ont fait, c'est limiter la hauteur des bâtiments bois. Pendant de très très nombreuses années, les villes américaines limitaient les constructions à 3 ou 4 étages maximum. La deuxième chose qu'ils ont fait, c'est élargir les avenues pour créer des coupe-feux et des points d'appui pour les pompiers. Et dans ces avenues, beaucoup de villes avaient émis des réglementations où les façades des bâtiments devaient être recouvertes de matériaux incombustibles, donc comme par exemple à New York avec ces fameuses briques qu'on voyait en façade, pour éviter qu'il y ait ces effets rayonnants. Voilà. Donc ça, c'est une façon de lutter contre ces propagations incontrôlées de feu. Si maintenant on se ramène à notre quotidien en France, on est en train de vouloir développer la construction bois et donc ces bâtiments bois auxquels on n'est pas forcément très habitué. Et ce qui se passe dans les nouveaux quartiers qu'on est en train de construire, c'est l'inverse entre guillemets de ce qu'il faudrait faire pour être en sécurité. On est en train d'augmenter effectivement la hauteur et densité de construction pour éviter l'étalement urbain. On est en train de réduire les largeurs de voirie parce que les modes de transport évoluent. On favorise les déplacements doux, on met des zones piétonnes, des pistes cyclables, on réduit le nombre de voies de circulation et on est en train de rapprocher les façades de bâtiment à bâtiment avec ce fameux risque de propagation de bâtiment à bâtiment. Ce qui se passe aussi, c'est que les modes constructifs et les architecturaux changent et on a tendance maintenant à faire des entrées de bâtiments qui sont situées en cœur d'îlot. La conséquence pour nous, c'est qu'on a de plus en plus de mal à trouver l'adresse du bâtiment. Dans nos vieux repères traditionnels, je me présentais aux 2 rues Jacques-Yves Cousteau. Quand j'étais dans la rue Jacques-Yves Cousteau, le camion de pompier s'arrêtait face au numéro 2, il avait trouvé l'adresse. Maintenant, quand il est au numéro 2, il a un portail qui lui amène à une dizaine de bâtiments en quart du lot et ça va aussi donc il va avoir du mal à trouver l'adresse et ça va éloigner l'engin dans lequel il a tout son matériel du lieu d'intervention. Donc avec des délais plus importants à chaque fois pour aller intervenir, aller chercher du matériel, etc. Ça va retarder notre intervention. Cette réduction de voirie fait aussi qu'on a des difficultés de giration. Il faut faire rentrer l'impossible, c'est-à-dire faire rentrer le camion de pompier qui est un poids lourd dans un quartier. On cherche à faire en sorte que les voitures n'y aillent plus. Voilà. Donc vous êtes en tant qu'aménageur dans ces difficultés-là. Ensuite, on réduit aussi le nombre de places de stationnement. On arrive à des situations, à des ratios, je vois sur l'agglomération de Bordelaise, une place de stationnement pour 4 appartements. Sauf que les usages des gens n'ont pas encore changé. Ils ont tous quasiment 2 voitures par famille. Et donc après, ils se débrouillent. Donc c'est du stationnement chauffage de manière très importante qui vient contrecarrer nos capacités d'accessibilité. Et bien souvent, on se retrouve dans l'impossibilité de pouvoir même emprunter la rue et d'aller jusqu'à l'adresse parce qu'il y a trop de voitures qui sont présentes sur les trottoirs notamment. Et la dernière chose, dans cette démarche de vouloir créer des îlots de fraîcheur tout à fait nobles et justifiés, il y a une dynamique qui se lance de vouloir planter des arbres hauts en bordure de ces voies qui sont déjà très réduites et qui viennent contrarier nos capacités à intervenir avec les grandes échelles pour pouvoir intervenir sur ces bâtiments. Voilà. Donc toutes ces évolutions, je dirais, de stratégie d'urbanisation ont pour conséquence de réduire nos capacités d'intervention et nous rendre plus difficiles nos accès et notre intervention sur ces nouveaux quartiers. Oui, bonjour. Donc, je suis le commandant de l'AC, je suis chef du service ERP. J'ai l'honneur de recevoir les projets et de rendre des avis avec l'ensemble de mon équipe. Nous sommes une dizaine. Bordeaux et la Gironde, plus généralement, depuis une dizaine d'années, a la chance d'avoir été un incubateur, une pépinière et aujourd'hui une réalité sur la construction structure bois. Donc la question qui se posait, bien évidemment, par rapport à une réglementation qui ne prévoit pas une construction à du biosourcé, c'était est-ce qu'on en reste là, on dit stop,
et on va attendre, ou est-ce qu'on accompagne? Bon, vous avez compris que la direction qu'a donnée notre directeur et la mission qu'il nous a donnée a été d'accompagner, donc de produire, donc d'échanger. Ça, Vincent l'abordera plus particulièrement après. Et en ce qui concerne les enjeux et les suites de ce que vient de dire Sylvain, pour nous, l'ensemble de ces constructions, bien évidemment, c'était l'augmentation de la vulnérabilité des bâtiments au risque incendie, la réduction des capacités, vous le voyez, et ces fameuses réglementations qui sont en décalage. Donc on parle d'établissements au sein du public, on parle de code du travail, on parle d'habitation, on parle spécifiquement de parking aussi. Voilà. Aujourd'hui à Bordeaux, on a du parking en structure bois, hein. Parc de stationnement de voitures, pour vous donner une idée. Donc il y a un travail de production et d'échange, notamment avec EPA, pour arriver à bâtir cette doctrine. Cette doctrine qui est spécifique à la Gironde. Bon, elle a fait des petits apparemment en France par la suite, mais on en est assez fiers puisque l'idée c'était pas d'arriver à mettre de la technique dans cette doctrine, mais fixer des grands objectifs, des objectifs qui nous tiennent à cœur. Le premier, c'est quand on a 2 pompiers qui rentrent dans un bâtiment en bonne santé, on aime bien qu'ils sortent pareil, en bonne santé. Voilà. Quand on a des personnes à l'intérieur et qu'il y a un incident qui se passe, on aime bien qu'ils évacuent dans de bonnes conditions. Comme ça, quand on arrive, on a une mission en moins à faire. C'est une des problématiques dans l'habitation. Aujourd'hui, la règle, c'est le confinement. Ça brûle, chez vous, vous ne pouvez pas sortir, vous restez. Dans le bois, est-ce qu'on reste confiné? Point d'interrogation. J'y réponds pas aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir. Donc cette doctrine, elle a eu pour but d'accompagner la démarche d'EPA et bon, d'autres acteurs en particulier sur d'autres quartiers. Et donc il y a des échanges permanents entre EPA, nous et puis l'AMO, Vincent. Et je pense que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui, qui fait que ça sort de terre et qu'on arrive à réceptionner des bâtiments sans s'arracher trop les cheveux, même si en ce qui nous concerne, on en perd un peu. Voilà. Merci beaucoup pour vos témoignages. Peut-être passer la parole à Vincent et le micro, s'il vous plaît, pour détailler un peu plus la mise en place du dialogue justement entre l'EPA et le SDIS et le rôle de l'AMO. Oui, merci Pauline. Bon, vous avez compris, c'est pas facile. Vous avez compris que le SDIS, à juste titre, a une analyse tout à fait pertinente de la problématique bois, et l'EPA a ses contraintes qui sont pas forcément toujours en phase avec le SDIS. Donc il y a quelques années, le rôle de l'AMO, donc que je représente, bureau d'études CSD, qui est un bureau d'études spécialisé en sécurité incendie. J'ai la particularité, moi, d'avoir été officier sapeur-pompier et j'ai la particularité d'avoir un bureau d'études qui connaît aussi très bien le monde du bâtiment. Donc c'était ça l'idée, c'est de pouvoir finalement être un peu un médiateur, un conciliateur, un facilitateur, j'ai envie de dire, entre deux mondes qui, par le passé, se parlaient pas forcément toujours. En tout cas, se comprenaient pas, on va dire. L'objectif donc de notre société, c'est d'essayer de rapprocher ces deux grandes entités, et on l'a fait avec trois grandes temps, on va dire. Un premier temps, c'était de faire quelques réunions de cadrage pour bien parler de la même chose. Notamment, il y avait cette fameuse doctrine. Cette fameuse doctrine, forcément, comme toujours, il y a de l'interprétation dedans. Donc l'idée, c'était de pouvoir facilement dire, bon, bah ok, voilà, moi je vois quelques problèmes, comment vous interprétez? Donc ça a été couché sur des comptes rendus, etc. Donc on est globalement en phase déjà sur l'interprétation de cette doctrine. Ensuite, on avait deux autres temps qui sont importants. L'EPA, c'est avant tout un aménageur d'espace public dans un premier temps. Donc il fallait pouvoir, et il faut encore, puisqu'on est loin d'avoir terminé, il faut pouvoir intervenir sur les espaces publics. Alors ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour nous et pour le SDIS, parce qu'il faut essayer de deviner ce que seront les bâtiments, pardon. Donc on a des idées, évidemment, on sait qu'on va faire à peu près de l'habitation, etc. Mais quand on rentre un petit peu plus dans le concret,
on ne sait pas vraiment, ou alors on a des grands cubes, là vous voyez, hein, c'est le schéma que je vous ai mis, on a des cubes, des grands îlots, et là le SDIS nous dit ah bah oui mais ça dépend, moi si je vois un îlot comme ça qui fait plus de 100 mètres de long, voire 200 mètres de long, ça me pose question, etc. Les voiries, qu'est-ce que vous allez faire, les arbres, comment ça va être? La difficulté, c'est qu'évidemment, dans ces espaces publics, il faut penser déjà toutes les voiries avant même de faire les bâtiments. Et ça pose quand même des difficultés. Voilà. Donc, on a tout un travail où on arrive malgré tout quand même à définir un certain nombre de principes, un certain nombre de choses qui sont actées. Et même s'il reste encore après des points à adapter, le travail qu'on a pu faire permet quand même d'avancer suffisamment en amont avant la troisième phase qui est la phase des permis de construire, où là, chaque projet va faire l'objet bien sûr d'une analyse du SDIS, hein, surtout en Gironde où le SDIS ne se contente pas d'aller étudier les ERP. Ils ont une lecture aussi assez fine sur les bâtiments de travail et les bâtiments d'habitation. Donc ce qui n'est pas forcément une obligation réglementaire, mais ce qui est une volonté départementale, et je pense que c'est tout à fait nécessaire. Ce travail-là, alors là pour le coup, pour mon rôle, c'est surtout dans certains cas particuliers de projets complexes ou de projets où on sent la maîtrise d'œuvre peut-être un peu démunie, de vérifier le travail avant de déposer les permis, pour éviter tout simplement d'avoir des avis défavorables qui seraient peut-être très faciles à lever avant. Donc tout ce travail on le fait, et je voulais terminer cette petite intervention par donner les grandes lignes qui sont aussi issues de la doctrine, mais pas que. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour construire en bois, parce que il faut quand même avoir bien en tête que ma personne, la MO que je suis, évidemment le PA et même le SDIS, on n'est pas contre construire en bois. C'est vraiment, il faut avoir ça en tête, mais on ne peut pas construire en bois n'importe comment. Ça a été dit déjà, aujourd'hui l'ensemble de notre réglementation, que ce soit pour les bâtiments publics, les habitations, le code du travail, etc., a été construit par rapport à des structures incombustibles. Et c'est tout un système qu'il faut repenser. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'État est défaillant à ce niveau-là, puisqu'il ne donne aucune piste, aucune règle. Donc, on est obligé de se créer nos propres règles. D'où la doctrine et d'où les explications auprès des promoteurs, des constructeurs, pour qu'ils comprennent déjà la problématique incendie. Et j'ai mis quelques grandes lignes que je pense que tout le monde pourra être d'accord avec. Limiter la propagation du feu, donc c'est vis-à-vis des tiers. On parlait tout à l'heure, Sylvain le disait, la fameuse règle des 8 mètres que l'on a classiquement pour isoler deux bâtiments entre eux en vis-à-vis. Sincèrement, si vous avez un feu de façade bois, voire un feu de bâtiment bois complètement, les 8 mètres, ils seront complètement insuffisants. Donc il faut quand même réfléchir à ça. Privilégier aussi si on peut, une propagation à l'intérieur du bâtiment, quelque part pour se donner des points d'appui, pour que les services de secours puissent intervenir et éviter que ça dégénère. Privilégier évidemment des escaliers protégés. Alors ça, je pense que ça fait consensus dans les différentes doctrines, dans les différents principes. En gros, l'escalier protégé, il est en structure incombustible. Là-dessus, on n'a pas trop de problèmes. Assurer une défense en eau adaptée. Alors c'est relativement facile dans les nouveaux quartiers puisqu'on crée les réseaux en même temps. Donc ça veut dire plus d'eau, pour faire simple. Plus d'eau pour les pompiers parce qu'on aura besoin de plus d'eau. Et alors le dernier élément, c'est sans doute celui qui fait le plus débat aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait des structures bois? Si on les laisse apparentes, c'est finalement mieux pour les pompiers parce qu'ils voient le feu, ça évite des formes de feu cachés. Mais évidemment, ça favorise énormément l'incendie. Donc soit on fait de l'extinction automatique pour casser suffisamment le feu, soit on encapsule, on ferme finalement toutes les parties de bois apparents, mais là on a des problèmes environnementaux, c'est-à-dire que c'est quand même un petit peu contradictoire d'aller mettre du bois pour avoir un bon bilan carbone et puis derrière d'aller rajouter des protections feu qui, elles, n'ont pas du tout un bon bilan carbone. Donc je vous passe toutes les difficultés de mise en œuvre de ces solutions qui, moi, me laissent vraiment perplexe. Et puis, ou alors avoir le recours à l'ingénierie, mais on sait encore aujourd'hui que on n'est pas allé au bout du processus complet au niveau de l'ingénierie.
Notamment, on sait que le bâtiment va tenir, si on lui demande de tenir 1 heure au feu, ça, ils sont capables de nous le dire. Mais ce que attend le SDIS, c'est oui, mais à partir de quand il va s'effondrer? Et comme on sait que les feux dans les bâtiments structure bois sont très longs en extinction, puisqu'il faut aller chercher tous les points chauds, qui se situent dans des vides souvent, dans des murs, etc. Ça prendra beaucoup de temps. Et forcément, hein, Sylvain en a parlé tout à l'heure, le temps d'intervention des secours sera long, et il y a un moment donné où ils ne pourront pas, notamment dans des bâtiments très hauts, à 28 mètres, il faudra qu'ils sachent qu'au bout de 2 heures, il faut qu'ils se retirent. Voilà. Et s'ils se retirent, vous pouvez être certain que le feu il va continuer, et à un moment donné, le bâtiment il s'effondrera. Voilà. Donc ça, c'est des sujets encore très très importants. Donc le recours à l'ingénierie, c'est pas quelque chose de mort. Hein. Il faut continuer à travailler là-dessus parce qu'il y a des solutions. Il y a des solutions dans les matériaux aussi. On l'a vu encore récemment avec des choses qui sont très intéressantes. Mais on est encore sur une vraie difficulté à ce niveau-là. Savoir ce qu'on fait, on encapsule problème bilan carbone, on fait de l'extinction automatique. Ouh là là, on n'est pas du tout habitué en France. Comment ça, on va avoir une buse dans notre appartement qui va envoyer de l'eau? Je vous rassure, ça se fait partout ailleurs dans le monde. Hein. Mais en France, on n'est pas vraiment encore là-dessus. Voilà. Et éviter les vides de construction, bien sûr, ça c'est une évidence qui est assez claire. Et je terminerai juste là-dessus. Aujourd'hui, on n'a pas encore beaucoup la parole des assureurs. Je ne sais pas s'il y en a autour de l'assistance, mais on aimerait bien qu'ils se prononcent un petit peu, parce que je pense que vu les derniers feux qu'il y a eu en France, qui sont sur des petits bâtiments, qui ne sont pas forcément très bien protégés, hein, on n'est pas sur ce qu'on pourrait aujourd'hui préconiser, ça n'empêche qu'en général, les bâtiments, ils terminent, il n'y a plus de bâtiments. Donc il faut quand même se poser la question là-dessus, que ça soit le dégât par le feu. Tout à l'heure, l'image de Cabourg, hein, c'est à Cabourg en Normandie. Il y a eu des dégâts par le feu, il y a eu 4 appartements qui ont été détruits par le feu, il y a 16 appartements qui ont été détruits parce que l'eau de ruissellement des extinctions est passée dans tous les murs. Donc à la fin, vous n'avez plus de bâtiments, tout simplement. Voilà, je ne veux pas être pessimiste, hein, ce n'est pas mon propos, mais il faut construire intelligemment les bâtiments de demain en intégrant ce problème de l'incendie, et sans l'aide de l'État, malheureusement, je le déplore. Merci à vous. Merci beaucoup pour vos interventions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur le stand pour continuer les échanges avec nous. Merci encore.